Hello et bienvenue pour ce premier épisode de Nebulae avec Christelle qu'on est trop ravis d'accueillir aujourd'hui parce qu'elle a monté tout le projet avec nous. En fait, elle est là depuis quasiment le tout début et on l'a enfin et c'est la première fois moi que je la rencontre en vrai. Je suis trop contente. Et toi aussi d'ailleurs, c'est la première fois que tu la rencontres en vrai. Mais non, on s'est jamais vu en vrai. On s'est rencontrés sur LinkedIn et on s'est rencontrés sur LinkedIn. Un jour, elle m'a dit c'est un peu chelou, genre la première fois que tu m'as, bon, tu vas raconter. Bref. Du coup, Christelle, trop contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. J'aime bien Sophie qui découvre en même temps. Euh... Mais je trouve ça génial parce que j'ai l'impression qu'on se connaît depuis 1000 ans. Et moi, je pensais que j'étais la seule à rencontrer Christelle pour la première fois. Mais du coup, je trouve ça encore plus dingue parce que j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Voilà, c'est mon petit input pour l'intro. Bonjour et bienvenue sur Nebulae, le podcast des femmes scientifiques. Quoi ? Nebulae. Bon, assez parlé maintenant, c'est à Christelle. Dis la meuf qui a monopolisé la parole depuis le début. Bonjour Christelle, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et expliquer comment on s'est rencontrés ? Du coup, ça peut faire une bonne accroche. Oui, donc depuis tout à l'heure, je me retiens de rigoler. Tu rigoles silencieusement, je te vois. Pour pas parasiter ce que tu dis. Ah. Et oui, notre rencontre a été assez épique ou magique. Donc en fait, Chloé, tu m'as envoyé un message privé sur LinkedIn. Donc déjà, qui c'est ? Ok, donc déjà c'est une femme, donc ça paraît un peu moins suspect. Et ouais, en fait, le feeling s'est très bien passé. Et puis on a enchaîné des visios, donc ça fait 1 an qu'on se connaît, qu'on s'est jamais rencontrés. Ça fait 1 an déjà ? Ah ouais. C'est trop vite. Et aujourd'hui, c'est la rencontre officielle. Wow. Ouais. Mais c'est trop bien, je suis vraiment contente parce qu'entre Sophie qui vient du Canada, Christelle qui vient de Rennes, et pas de Nantes, comme je comprends. Non, elle vient de la vraie Bretagne. Mais du coup, c'est vrai qu'on ne s'était jamais retrouvés dans la même ville en même temps. Et là, ça y est, c'est la première fois. C'est le destin. C'est le destin. Ton destin. C'est clair. Christelle, tu es là, mais c'est pas par hasard. Peut-être pas. Non, mais moi, je sais ce que je veux te faire dire. Mais je voudrais peut-être que tu te présentes un peu plus naturellement et super spontané. Je te mets la pression. Non, mais voilà, si après je rajouterai des trucs parce que genre ça se fait de commenter des trucs sur la vie des gens, non? Bref, c'est hyper trop en live cet épisode. Donc Christelle, je te propose de te présenter avec tes propres mots et de dire un peu ce que tu fais là et comment t'es arrivée là aujourd'hui. Alors donc moi j'ai rencontré donc Chloé via LinkedIn et on va dire notre amour pour les sciences nous a réunis et Chloé connaissait Sophie qui faisait aussi partie du monde scientifique avant. On fait que ça a matché, on a eu des atomes crochus, si je puis me permettre. Donc actuellement là je suis entrepreneuse. Yes, je l'ai casé ce mot parce que entrepreneur, je trouve que ça fait trop masculin et c'est vrai que j'aime bien mettre un the à la fin, donc entrepreneuse. Et ça fait presque 2 ans là que je suis entrepreneuse, donc je suis ma propre patronne. Oui. Depuis le mois de mai 2022. Un petit clin d'œil à mon nom de famille, qui ne se prononce pas May d'ailleurs, mais Maï. Pourquoi devenir entrepreneuse ? Parce que moi j'ai signé une rupture conventionnelle en septembre 2019. J'étais ingénieure biomédicale avant. C'est vrai que j'ai toujours eu un parcours un peu atypique parce que moi je suis une grande curieuse. J'ai fait un bac S, donc scientifique. Ensuite médecine, ce qui s'est pas fait. Et je pensais donc retourner en L1, en première année de licence. Et avec mes belles notes en maths et en physique, on m'a dit « Non, toi, tu ne vas pas en première année de licence, tu vas pas récupérer des places en première année, tu iras directement en 2e année de licence de physique. » Bon, très bien, pourquoi pas. À la fin de ma licence de physique, donc j'ai eu,
mes premiers amours, donc pour la médecine, pour les sciences, sont revenus. Il y avait un master qui s'est créé, un master en biomécanique. Et je me dis, bon, j'ai jamais fait d'informatique parce que j'ai fait une licence de physique. Pas d'informatique, pas de mécanique. Bah, allez, on y va. On tente le tout pour le tout. Il faut oser dans la vie. Et donc, moi, j'ai osé et on m'a accepté. Donc, moi, j'avais pas du tout de base en licence, en électronique, en informatique. Et pourtant, j'ai réussi à avoir mon master. C'est assez drôle. Et suite à ça, j'ai pu être ingénieur biomédical dans le milieu hospitalier. Donc 4 ans en tant qu'ingénieur biomédical et ça ne s'est pas déroulé comme je l'avais imaginé. Et donc fin 2019, j'ai signé ma rupture conventionnelle et j'étais enceinte, je ne le savais pas. En fait, je pense que la signature du contrat a fait que le bébé est arrivé. C'est assez magique. Et donc 2020, début 2020, Covid, ça a touché un peu tout le monde, enfin mars 2020. Moi, ça a un petit peu encore plus accéléré mon processus de reconversion. Je me dis, mais je suis maman, je vais être maman, je vais bientôt accoucher, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je vais continuer à être ingénieur biomédical ou pas? À chaque fois que j'entendais ce mot, ingénieur biomédical, ça me stressait énormément. Et je me dis, non, c'est pas possible, Chriselle. Kiffe ta vie, t'as même pas 30 ans, t'as frôlé un burn-out. Bah non, vas-y, fais quelque chose qui te plaît. Et toi, qu'est-ce qui te plaît? Bah, la com, discute avec des gens. J'ai toujours dit à mon mec, si j'arrivais à gagner ma vie juste parce que les gens m'écoutent, eh bien, j'aurais tout gagné. Donc voilà, là, c'est un peu rigolo. Le destin a fait que là, on tourne un podcast, donc vous allez m'écouter. Et donc voilà pourquoi je suis devenue entrepreneuse, parce que en fait, j'avais surtout besoin de faire un métier assez flexible au niveau des horaires. On parle souvent du 100% télétravail qui déshumanise. Et ben moi, au contraire, c'est ça qui me correspond. Parce que le 100% télétravail, eh bien, je m'adapte. En fait, je fais les horaires que je veux. Je peux, si j'ai envie de récupérer mon fils à 16h et pas de le mettre à la garderie, je peux. Si j'ai envie de profiter des mercredis après-midi avec lui, je peux. Et si j'ai envie de travailler le week-end, eh bien, je peux aussi. Si j'ai envie de travailler quand il dort à 20h, 21h, je peux. Je choisis mes horaires, je choisis mon planning. Et ça, franchement, c'est une liberté incroyable. C'est un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre et moi j'ai la chance de pouvoir vivre ce luxe-là. Mais bravo en tout cas pour ce beau parcours. Merci. Tu parles de ta déception de ton parcours en tant qu'ingénieur biomédical. Déjà, moi je sais pas exactement à quoi correspond ce type de métier. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et puis qu'est-ce que tu avais en tête et quelles ont été les désillusions? Eh bien, ingénieur biomédical, donc lorsque quelqu'un me demandait ce que signifiait ce métier, j'aimais bien imager, ce métier-là. On voyait les médecins, eux, ils soignent des patients. Eh bien, moi, je soignais les machines avec mes techniciens. Le médecin, il avait son équipe d'infirmières, moi, j'avais mon équipe de techniciens. Et donc nous, on était donc des travailleurs de l'ombre et on soignait les machines quand elles avaient des bobos, qu'il fallait leur faire leur petite maintenance de rappel. Voilà, c'était ça mon métier, d'acheter les machines quand elles étaient vétustes, de les remplacer et de toujours en fait être en lien avec le personnel médical, de comprendre ce dont ils avaient besoin. Parce que c'est pas acheter la plus belle machine qui coûte super cher, est-ce qu'elle est vraiment utile par rapport au corps soignant. Donc c'était ça, c'est vraiment ça mon métier. Mais oui, les machines coûtaient très cher et il fallait faire une étude de marché, il fallait faire tout ça. Donc toutes les compétences techniques que j'avais acquises durant mon master, j'ai pu les recracher pour comprendre en fait les spécificités de chaque machine. Et là, aujourd'hui, t'étais partie dans ces études-là parce que t'avais des valeurs qui étaient en accord avec ces études. Il y avait la médecine, le fait de réparer les gens ou les machines. Et aujourd'hui, tu as totalement changé de métier. Est-ce que tu arrives à retrouver ces valeurs-là? Est-ce que tu en as découvert de nouvelles? Est-ce que ça te manque? Eh ben, c'est rigolo ce que tu dis parce que moi, ce que j'aimais le plus, c'était discuter avec les gens. Et comprendre la technologie, comment fonctionnait la machine. Donc ça, c'était OK.
Mais moi, ce qui m'animait le plus, c'était vraiment de discuter avec les gens, discuter avec les médecins, les infirmières, même les aides-soignants. De quoi vous avez besoin? Comment je peux vous aider? En fait, j'avais toujours envie d'aider les autres. Et maintenant, avec mon nouveau métier de community manager, j'aide les autres, toujours à travailler dans l'ombre. D'ailleurs, c'est rigolo. Mais plus du côté donc la communication, le lien avec les humains. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est trop trop cool. Moi, je pense que j'aurais beaucoup de mal à être community manager dans le sens où c'est quand même un métier qui est très très différent. Faut être présent, faut aimer communiquer. Je sais aussi que c'est pas forcément évident de communiquer sur ce qu'on fait soi-même. C'est parfois plus facile de communiquer sur ce que les autres font. Je sais pas si vous avez aussi cette sensation-là. Bah, d'ailleurs, ma propre c'est un peu le néant. Je privilégie toujours mes clientes à moi-même parce que je pense qu'on est très dur aussi envers soi-même. On a ce regard un peu biaisé. On n'est pas assez bienveillant ou bienveillante envers soi. Je ne sais pas si c'est une question de culture, d'éducation. Est-ce que parce que je suis une femme? Voilà, c'est vraiment des questions que je me pose. J'ai l'impression que ça rejoint la discussion qu'on avait ce midi sur les conseils et de dire c'est toujours plus facile de donner des conseils aux autres et en fait ces conseils on ne les applique pas à soi-même et que parfois c'est bien de se dire mais attends quel conseil je me donnerais si j'étais une personne extérieure à moi-même et j'ai l'impression que c'est la même chose aussi pour la communication où c'est peut-être plus facile de faire de la com pour d'autres personnes que pour soi-même, mais parce qu'il y a on est peut-être moins objectif aussi, puis il y a l'émotionnel et le rapport à son image et est-ce que j'ai envie de me présenter sur les réseaux sociaux, j'ai envie de montrer ma tête et c'est des questions qu'on n'a pas forcément quand on doit faire la com des autres et donc ça, effectivement, toutes ces réflexions, ça peut peut-être paralyser. Enfin, moi, en tout cas, je pense que c'est ça qui vient me chercher. Je pense qu'il y a une question d'ego aussi. Et je reviens toujours sur ce sujet-là par rapport aux femmes, aux filles. Est-ce qu'on nous a inculqué le fait d'être le plus discrète possible, de pas trop se montrer? C'est une question. Il y a quelqu'un qui m'avait dit aussi que c'était... qu'on parle beaucoup de se vendre et savoir se vendre. Mais qu'il ne faut pas oublier que quand on est une femme, se vendre, ça peut faire vite le parallèle avec vendre son corps, vendre sa présence, et du coup, le rapport à la prostitution, à l'exploitation du corps des femmes. Et du coup, il y a peut-être moyen déjà de changer un tout petit peu ce vocabulaire. Peut-être ça peut aider de se dire, on ne se vend pas, on vend un produit, on vend une entreprise. On n'est pas en train de se vendre soi-même, même si on parle de personal branding, de storytelling. On n'a pas besoin de se vendre. On vend de la valeur ajoutée, des qualités. On vend, des choses qu'on est capable de faire. On n'est pas en train de se vendre personnellement. Et ça m'a fait tilt quand même un peu quand elle m'avait dit ça. Elle s'appelle Tiffen. Et je pense que c'est important, on en parlait ce midi, mais c'est important de nommer les femmes qui ont permis des avancées soit dans la société, soit dans notre propre vie. Donc elle s'appelle Tiffen D. Je vous invite à aller l'écouter. C'est une féministe super intéressante, moi qui m'a ouvert pas mal de réflexions, de portes d'entrée de réflexion. Bref, donc il y avait cette histoire de se vendre et c'est vrai qu'il y a ce côté, attends, si je me mets en avant, les gens vont me voir, je vais être visible. On m'a toujours appris à être invisible et quand j'étais visible, on m'a toujours fait remarquer que j'existais par rapport à mon corps, pas par rapport à mes idées. Et c'est très gênant. Et en fait, du coup, il y a ce côté d'être gênée, d'être visible en tant que femme. Il y a aussi potentiellement la peur d'avoir des représailles sur les réseaux sociaux. À partir du moment où tu l'ouvres, t'as forcément des gens qui vont venir commenter, et pas du tout tes propos, mais commenter ton physique. Et ça, malheureusement, au niveau probabilité, on peut pas nous blâmer sur cette peur qu'on peut avoir. Et on en discutait aussi. Est-ce que c'est une peur qui est légitime? Est-ce que c'est une peur qui est légitime ou est-ce que c'est une peur qui est basée sur des préjugés? C'est des préjugés, en fait, qui sont basés sur des probabilités. Et il y a de très fortes probabilités de se faire harceler ou de se faire attaquer ou en tout cas de se faire commenter sur son physique qui n'est pas le sujet quand on commence à s'exposer sur les réseaux.
Je sais pas si les hommes community managers rencontrent aussi ces difficultés-là. T'as une idée là-dessus? C'est vrai que je regarde pas mal mes concurrents. Donc, je fais exprès de dire concurrents au masculin parce que les hommes, ils ont beaucoup moins de mal à s'exposer, vu qu'ils n'ont pas cette peur d'être jugés sur leur physique. Eux, ils ont aucun problème à se vendre. Et donc, je pense que c'est pas une question de probabilité. Je pense que c'est réel. On est exposé, on est plus vulnérable que les hommes lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, de part parce qu'on est une femme et parce que la société fait que, oui, en fait, on associe une femme à son physique et pas forcément tout de suite à ses compétences. Ouais, il y aura toujours cette première impression et ce premier biais lié au physique. On va être jugé. Est-ce que on est belle, désirable? Est-ce que on est bien maquillé, habillé, etc. Alors que un homme, ça va être plus accessoire. Et ouais, donc il y a un frein en moins, je trouve, et ça doit être une liberté incroyable de pas avoir ça. Je me dis, j'aimerais bien expérimenter ça une fois dans ma vie. Donc là, c'est ce que je fais pour mon petit garçon. Je lui dis, une femme peut être aussi très forte en maths, en sport. C'est pas parce que c'est une fille que... D'ailleurs, ça me fait penser à quand tu cours comme une fille, tout de suite, Ouais, c'est assez parlant des fois, des remarques dont on se rend pas compte. Quand on commence à se sensibiliser sur la question, on se rend compte de toute l'éducation qu'on a reçue. Si je comprends bien, tu avais déjà l'idée de te reconvertir donc avant que tu tombes enceinte. Quel a été un peu le déclic pour te reconvertir et ensuite comment ça s'est un petit peu enchaîné pour arriver à trouver ton équilibre? Alors au tout début, non, parce que j'avais un CDI, un salaire plutôt confortable. On va dire la vie de rêver de mes parents, pas forcément la mienne, sauf que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et c'est vrai qu'il y avait cette petite voix qui me disait « Mais Christelle, t'es sûre que tu es à ta place ?» J'avais toujours l'impression que je portais un costume trop grand pour moi. Quand je voyais les autres ingénieurs bio, parce que les ingénieurs bio sont principalement des hommes, je voyais que c'était vraiment un peu la guerre des coqs. Celui qui devait se faire... le plus voir, le mieux voir auprès de la direction. Et c'est eux qui réussissaient, qui grimpaient les échelons et qui arrivaient à obtenir un bon salaire. Moi, on va dire, je stagnais parce que c'était pas du tout ma façon d'être, de crier très fort. Après, c'est peut-être par rapport à ce qu'on s'était dit, le fait d'être femme, il faut être douce, faut pas oser s'imposer. Donc moi, j'étais très discrète et donc je m'effaçais face à ces hommes-là qui osaient mettre leurs balls sur la table. Moi, je trouvais que... Enfin, je considérais qu'une personne compétente n'avait pas forcément besoin de le crier sur tous les toits. C'est comme on dit, la connaissance c'est comme la confiture, plus moins on en a, plus on l'étale. Et ben moi mon pot de confiture, il était bien fermé, j'étalais pas, je montrais pas, ou du moins je pensais pas, je me pensais pas compétente, c'est vrai. Et je me dévalorisais petit à petit, je m'éteignais petit à petit. Et le fait d'avoir frôlé ce burn-out, en fait, c'était un jour. J'arrivais plus à me lever de mon lit et je me dis mince, c'est mon endométriose qui me rend patraque. Je suis allée voir plusieurs médecins qui m'ont dit non mais madame, vous avez rien, tout va bien. Enfin, cliniquement parlant, tout va bien, vous avez une bonne tension. Et en fait, c'était, je pense que je faisais un burn-out sans m'en rendre compte. Et c'est là que j'ai pris ce courage à deux mains en disant tant pis pour le CDI, tant pis pour le bon salaire, je sais pas ce que je vais faire. J'ai pas tout de suite pensé à la reconversion. En fait, je pensais changer d'hôpital pour être ingénieur biomédical ailleurs. J'ai pas pensé à ça tout de suite. Et c'est vrai que le Covid, ça a permis de mettre en pause en fait tout le monde. Même par rapport à ma réflexion, de me dire est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire de ta vie? Est-ce que tu te vois dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ingénieur biomédical? Rien que d'imaginer dans un an
Ça me faisait peur. Donc je savais que c'était pas ma voie. J'ai fait le master pour faire plaisir à mes parents. J'ai été ingénieure parce que le statut social est très important pour les Vietnamiens. Oui, parce que vous ne le voyez peut-être pas, mais je suis d'origine vietnamienne. Vous ne l'entendez peut-être pas non plus parce que je suis née en France, donc j'ai pas d'accent. Mais voilà, donc c'était très important. Donc moi j'ai fait, on va dire, mon taf. J'ai fait plaisir à mes parents. Maintenant j'ai envie de me faire plaisir moi et de m'accomplir en tant que femme. Et le fait de vous avoir rencontré, c'est vraiment chouette parce que je pensais avoir mis les sciences complètement de côté. Et finalement, les premiers amours reviennent. On ne les oublie pas. On garde encore ce côté scientifique. Et c'est ce qui nous a rapprochés. Et pour ça, je suis trop contente d'être là. Et qu'est-ce qui t'a mis sur la piste alors du community management, oula, j'ai du mal à le dire. Si t'avais pas du tout l'idée de base de faire ça, qu'est-ce qui t'a mis sur cette piste? Alors, c'est toujours grâce à Gabriel. Il dormait pas. Il dormait qu'en porte-bébé, dehors, sous la pluie, qu'il vente, qu'il pleuve. Et moi, je me voyais pas en fait être maman à temps plein. Je respecte énormément les femmes qui se consacrent entièrement à leur enfant. Moi, je ne sais pas comment elles font. Moi, je pétais un câble en fait. Je suis restée 1 an avec Gabriel. Je me dis non, Christelle, c'est pas possible. Il faut que tu fasses autre chose, pas qu'être maman. J'avais aussi d'être moi, d'être femme, d'accomplir quelque chose par moi-même. J'avais aussi peut-être envie de rendre Gabriel fier, de dire si maman elle a réussi à faire ce qu'elle aime, moi aussi je peux réussir. Donc je voulais un peu lui montrer cet exemple-là. Donc j'ai trouvé une nounou pour Gabriel et ça c'était hyper chouette. C'était la libération, franchement. Parce qu'en fait je cherchais un métier où je pouvais travailler de partout, sans forcément, par exemple pour prendre mon gros ordinateur pour coder, parce qu'il faut des machines assez puissantes par exemple pour coder. Faire des programmes et Gabriel à ce moment-là il tombait aussi tout le temps malade et je voyais le temps perdu dans les salles d'attente. Alors je sais pas si vous avez déjà été dans des salles d'attente à l'hôpital ou chez le médecin, c'est l'enfer. Pour moi c'était une perte de temps et je voulais optimiser ce temps-là. Je voyais que j'avais mon téléphone en main pendant ce temps-là et je me dis mais Christelle, qu'est-ce que tu peux faire avec ton téléphone? Et les réseaux sociaux sont vraiment venus à moi. Je me dis mais en fait tu peux travailler sur ton téléphone, donc pendant les salles d'attente, quand ton gamin il dort pas, quand il emporte bébé, t'as ton téléphone à la main et bon peut-être que les ondes avec le bébé je sais pas ce que ça donne mais je vous dirai dans 10 ans pour Gabriel. Mais en tout cas c'est vraiment chouette parce que on peut travailler et pas avoir l'impression de perdre son temps dans les salles d'attente, perdre son temps à bercer son bébé parce qu'il dort pas. Donc le téléphone c'est hyper pratique et c'est pour ça que le métier de community manager est venu à moi parce que je voulais un métier pratique où je pouvais optimiser au maximum le temps et passer aussi du temps de qualité après avec mon petit garçon. Donc t'étais à 2 doigts de devenir joueuse professionnelle de Candy Crush finalement. Je crois que j'ai loupé quelque chose, j'ai loupé ma voix. Mais oui, absolument, j'aurais pu. Peut-être une idée pour la prochaine reconversion. Mais moi, je suis persuadée que notre génération, en tout cas, est faite pour faire plusieurs métiers différents. Du coup, question qui vient naturellement. Tu t'es dit qu'il fallait que tu changes de métier quand tu t'es projeté à 1 an et 5 ans. Est-ce que là, tu te projettes à 1 an et 5 ans en tant que community manager? Non, je pense déjà à autre chose. Je le savais. Bon, pour l'instant, c'est pas encore bien défini, mais oui, je pense déjà à autre chose. Et donc, tu vas nous dire un peu ou pas? La suite au prochain épisode. Oui, en plus, il va être l'heure de clôturer. Le temps passe trop vite. De toute façon, on va refaire un épisode avec Christelle, donc tu échapperas pas. Hein. Avec plaisir. Est-ce que tu as un message que tu voudrais faire passer, que ça soit sur ta reconversion ou n'importe quel autre sujet? Toutes les personnes qui nous écoutent, hommes ou femmes, osez vous lancer, osez faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, osez affronter vos peurs, sans que ce soit violent, mais
oser faire des petits pas parce que à chaque petit pas on progresse et plus on va progresser, plus meilleur on sera. Je sais pas si c'était beau, philosophique, bien formulé, mais en tout cas c'est ma pensée du moment. J'aimais bien en tout cas ce que tu me disais tout à l'heure au début j'ai fait un métier pour faire plaisir à mes parents et maintenant je fais ce métier-là pour me faire plaisir à moi. Et moi, je vais emporter en tout cas cette phrase avec moi. Je l'ai trouvée très belle. Et je te propose maintenant de terminer cet entretien par un mot. Tu choisis le mot que tu veux. Je pense au requin du Groenland. Parce qu'en fait, il vit sa meilleure vie, 150 ans avant de procréer. Parce qu'après, une fois que vous avez des enfants, votre vie est différente. Vivez votre meilleure vie, soyez des requins du Groenland. Bisous. Merci d'avoir écouté Nebulae, le podcast des femmes scientifiques badass.